Je m'appelle Niels Weber, je suis psychologue, psychothérapeute et je suis spécialisé dans ce qu'on appelle l'hyperconnectivité, qui n'est pas un gros mot, qui est l'hyperconnectivité, pardon, ça définit pas un trouble, ça définit pas un problème, c'est simplement une manière de caractériser, définir la société dans laquelle on vit. On est dans une société dans laquelle il y a des écrans partout, on fonctionne avec, alors vous avez fait l'effort de fonctionner une semaine sans, bien joué pour ça, mais ça ne veut pas dire que c'est un problème. C'est pas un problème qu'on ait des écrans, et d'ailleurs c'est le titre de ce soir, et si c'était pas ça le vrai problème. Si on a appelé cette conférence comme ça, c'est parce qu'on sait, quel que soit l'endroit dans lequel on se trouve, que les écrans aujourd'hui c'est souvent un sujet de dispute au sein des familles, de tension, où on essaye de trouver des solutions, on a l'impression qu'on ne sait plus quoi faire, qu'on a tout essayé, puis que c'est un peu là où on se... des tensions, ah cool, ça marche, chouette. Donc, moi ce que viens vous raconter ce soir, c'est comment on fait pour vivre avec tous ces écrans sans que ça devienne systématiquement un sujet de tension. Que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de monde, mais que finalement on peut trouver une manière de fonctionner autrement et de se rendre compte que quand il y a vraiment des problèmes, finalement l'écran, c'est pas vraiment ça le problème. C'est-à-dire que le problème se situe plutôt ailleurs. Mais si vous êtes comme ça nombreux et nombreuses ce soir, c'est que forcément c'est un sujet qui vous préoccupe, ou en tout cas qui vous intéresse. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Et je trouve super qu'il y ait pas mal d'enfants que je vois ce soir, d'enfants ou d'ados qui ont fait l'effort de venir. Donc ça, bravo à vous aussi. C'est très cool que vous soyez là. Peut-être que certains et certaines ont été obligés de venir. Mais je vous remercie d'avoir fait cet effort-là parce que je vais avoir besoin de vous à certains moments parce que j'ai des choses à expliquer et je pense que votre avis pourrait être intéressant. Comme ça a été dit, on va garder une partie pour les questions à la fin, mais si jamais vous n'avez pas envie de prendre la parole devant tout le monde, moi je reste volontiers à disposition ici, à la fin, si vous voulez venir discuter, pas devant tout le monde, mais plutôt à proximité, je reste là à disposition, donc je suis volontiers là pour discuter. Et si jamais vous avez des questions après coup, vous pouvez aussi me contacter par un de ces moyens-là, notamment l'adresse mail. Je réponds toujours très volontiers. Moi, je suis avant tout thérapeute de famille, donc je travaille avant tout avec des familles et je travaille avec des gens qui ont des difficultés à gérer leurs pratiques numériques, mais je travaille avec des gens qui ont des différents types de problèmes et il y a une chose que j'aime bien rappeler en introduction de ce genre de conférence, c'est que même si on a l'impression que les écrans, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, l'intelligence artificielle, même si on a l'impression que c'est quelque chose de très nouveau et que ça bouleverse tout, en réalité, moi dans mon travail, j'ai l'impression de faire toujours la même chose qu'il y a 15 ans en arrière, quand je travaillais avec des familles qui venaient pour d'autres choses. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans en arrière, les parents venaient nous voir en disant voilà, on vient vous voir, vous êtes des psychologues, vous êtes des spécialistes de la famille, de l'enfance, on vient vous voir parce que nos enfants ne nous écoutent pas, ils ne nous respectent pas, on leur a dit tu rentres à telle heure et ils rentrent plus tard, donc on vient vous voir parce que nos enfants ne rentrent pas à l'heure. Puis progressivement, ces demandes ont un peu changé, puisqu'aujourd'hui les parents viennent en disant nos enfants ils ne sortent pas, on aimerait bien que vous expliquiez à nos enfants que maintenant ils doivent sortir, ils doivent aller dehors, ils doivent lâcher leur téléphone, etc. Donc au-delà de l'aspect amusant de cette évolution, ce que je trouve rassurant, c'est de voir que fondamentalement, moi je fais toujours le même travail. Je travaille avec des familles dans lesquelles on parle de limites, de cadres, d'autonomie, de prise de distance, de respect, et qu'aujourd'hui une partie de ces thématiques passe par les écrans, mais fondamentalement, moi j'ai l'impression de faire toujours la même chose. Et je pense que c'est bien. On peut comme ça tous se rassurer, tous et toutes se rassurer sur le fait que même si on a l'impression que ça avance très vite, puis qu'on se sent un peu largué, fondamentalement, les enfants restent des enfants, les adolescents restent des adolescents, les parents restent des parents et les familles restent des familles. Et ça ne bouge pas. C'est-à-dire que fondamentalement, ça fonctionne toujours de la même manière. Mais moi, j'entends toujours deux choses qui reviennent très souvent. D'un côté, j'entends que les ados sont accros. Alors, on s'interroge, on s'inquiète beaucoup des pratiques numériques des plus jeunes, donc on a l'impression que les jeunes sont accros. Alors vous verrez que le terme accro est pas bien choisi, mais je vous expliquerai pourquoi. Et l'autre chose que j'entends beaucoup, c'est les parents sont démunis. Et effectivement, si on a l'impression qu'on a tout essayé, que ça reste compliqué de gérer les écrans à la maison, qu'on a l'impression qu'on a tout essayé et qu'il n'y a rien qui marche, on peut avoir ce sentiment un peu d'être démuni, d'être un peu comme ça désespéré face à ces écrans. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces sentiments, ces phrases-là,
En réalité, ce sont des impressions. En réalité, il n'y a pas d'addiction aux écrans. Ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas un problème d'addiction. Donc, on doit absolument arrêter de dire que les ados sont accros, parce que les ados ne sont pas accros, les enfants ne le sont pas, les adultes ne le sont pas. Il y a des problèmes, mais ce n'est pas un problème d'addiction. Et de l'autre côté, on peut avoir un sentiment de dépendance, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que quand on a oublié son téléphone, on ne se sent pas bien. Donc on a l'impression que si on n'a pas son téléphone, on est perdu. Mais ça, c'est une inquiétude, une anxiété, une angoisse. Ce n'est pas un problème d'addiction. C'est-à-dire que si qu'on soit enfant, ado ou adulte, et qu'on part le matin, qu'on se rend compte à mi-chemin qu'on a oublié son téléphone et qu'on fait demi-tour pour aller le chercher, quitte à être en retard, ça ne fait pas de vous ou de moi, de nous, des gens dépendants. Ce n'est pas une question de dépendance. Par contre, on peut avoir le sentiment d'être dépendant. En réalité, si on ne se sent pas bien parce qu'on a oublié son téléphone, c'est parce qu'on est inquiet de rater des choses. On est inquiet de ne pas avoir l'outil qui va nous permettre de fonctionner dans notre environnement. Donc on a un sentiment de dépendance, mais en réalité, ce n'est pas une réelle dépendance. La preuve, si vous avez pu fonctionner une semaine, vous avez fait l'effort de fonctionner une semaine sans écran, c'est qu'on n'est pas si dépendant que ça. Et de l'autre côté, il peut y avoir un sentiment d'impuissance. En tant que parent, vous pouvez vous sentir démuni, vous pouvez vous sentir impuissant. Parce que c'est clair que si votre objectif, c'est d'essayer de rivaliser avec Brawl Stars, avec Fortnite, avec TikTok, avec YouTube, Netflix, si votre volonté, c'est d'aller rivaliser contre les GAFAM, là effectivement, il y a de quoi être démuni et épuisé. Parce que ça ne marche pas. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est pas s'attaquer aux GAFAM directement et à toutes ces industries, mais plutôt de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau. Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre famille, dans notre classe, dans notre quartier, dans notre rue, etc. Et là, on constate qu'en réalité, on n'est pas si impuissant que ça. Donc, face à ces deux idées, que les ados seraient accros et que les parents seraient démunis, en réalité, on peut déconstruire ça et se rendre compte que non, personne n'est accro et on n'est pas impuissant. On peut faire des choses, mais il faut qu'on réfléchisse qu'est-ce qu'on va faire et comment. Pour comprendre un peu le contexte dans lequel on se situe, je vais vous montrer une vidéo ici qui va me servir d'introduction. Donc peut-être que vous avez déjà vu ceci. Cette vidéo, on la trouve sur Internet, elle s'appelle « Bébé déjà addict aux écrans » ou un truc comme ça. Mais en réalité, ce bébé qu'on vient de voir n'est absolument pas addict aux écrans, pas du tout. Ce qu'on vient de voir, à première vue, on va se dire « Ah mais en fait, quand on lui enlève le téléphone, il fait une crise, donc il faut lui rendre le téléphone, donc il a besoin de ce téléphone. » En réalité, cet enfant, à ce stade de son développement, est capable de comprendre un peu une partie de son environnement et son attention peut être très focalisée sur quelque chose qui fait de la lumière, qui fait du bruit, qui réagit quand on appuie dessus. Donc c'est exactement les fonctionnalités d'un téléphone. Donc l'attention de cet enfant est focalisée sur ce truc qui fait du bruit, de la lumière et qui réagit quand on appuie dessus. Puis tout d'un coup, il y a des mains qui arrivent et qui lui retirent ce téléphone. Donc cet enfant, ici, fait la seule chose qu'il est capable de faire à ce stade de son développement, c'est d'exprimer une frustration. Et il le fait d'une manière qui n'est pas les plus agréables, notamment au niveau auditif, puisque les cris et les pleurs durent assez longtemps, et c'est une fréquence qui n'est pas forcément agréable. Quand on redonne le téléphone, ici dans cette vidéo, c'est pas que l'enfant se dit « Ah chouette, mon téléphone est revenu », c'est que l'objet qui avait créé la frustration en disparaissant est de retour. Mais lui, il s'en contrefiche que ce soit un écran, un téléphone, autre chose. Ça lui passe beaucoup, 50 mètres au-dessus. Ce qu'on voit là, c'est simplement un enfant qui exprime sa frustration. Mais quand on regarde ça de nos yeux d'adultes, potentiellement on peut se dire « Ah, cet enfant, il a besoin de téléphone ». Et ça va créer une confusion dans laquelle on va avoir l'impression que les enfants, déjà à cet âge-là, ont besoin d'un téléphone. Mais en réalité,
je vais vous l'expliquer tout à l'heure, ni les enfants, ni les ados, ni même les adultes n'ont réellement besoin de téléphone. Personne n'a besoin d'un téléphone comme ça. On peut en avoir envie, ça se comprend tout à fait, mais un besoin, ça, non. Donc, en réalité, cet enfant, il n'est pas addict aux écrans, personne n'est addict aux écrans, par contre, on va voir pourquoi des fois c'est difficile de les lâcher. Ce qui est particulier dans notre société actuelle, c'est qu'on vit une époque où il y a une injonction à la connexion. Ça veut dire un sentiment qu'on doit être connecté. Et cette pression, ce sentiment qu'on doit être connecté, ça va commencer très tôt, puisqu'ici, à la toute petite enfance, on va déjà trouver des objets connectés, soi-disant prévus pour les enfants. Donc à partir de 12 mois, il y a déjà une fausse télé, puis ensuite un ordi portable dès 4 ans, un téléphone portable dès 6 ans, une montre connectée dès 5 ans, etc. etc. Sur ces images-là, il n'y a aucun objet qui répond à un besoin des enfants. Aucun. Souvent, ces objets, on va les trouver à la page des catalogues de Noël, par exemple, à la page des jouets éducatifs ou pédagogiques. Mais en réalité, les plus-values, les bénéfices pédagogiques de ces objets-là, ils sont quasiment nuls. Ça n'a que très peu d'intérêt. En plus de ça, on nous promet des jeux ludiques, etc. Mais en réalité, les jeux vidéo qui sont proposés sur ces objets sont assez nazes. Et en plus de ça, ces objets, souvent, sont de mauvaise qualité d'un point de vue technologique et souvent laissent passer énormément de données, notamment les montres connectées, qui transmettent énormément de données à on ne sait pas qui. On ne sait pas qui récupère ces données, qu'est-ce qu'ils en font, pendant combien de temps ils les gardent, etc. Mais on voit que depuis la toute petite enfance naît cette idée que si on n'est pas connecté, on va avoir des problèmes. C'est-à-dire que là, on a un marketing hyper efficace qui vient appuyer sur la culpabilité des parents en disant, en fait, si vous ne connectez pas vos enfants, ils vont être en retard, ils vont être exclus, etc. Alors qu'en réalité, ce n'est pas forcément le cas. Mais on voit que ça commence très très tôt. Puis ensuite, cette pression, elle va se continuer à l'adolescence, où là on aura l'impression que si on n'a pas un téléphone, on ne peut pas faire partie du groupe. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, où faire partie du groupe et être avec les copains, les copines, ça devient plus important, ça devient quelque chose de très important dans le quotidien, on a l'impression que si on n'a pas de téléphone et qu'on n'a pas les réseaux sociaux, on ne va pas pouvoir faire partie du groupe. Alors qu'en réalité, on peut le faire autrement. Mais il y a une confusion. Et ça va nous poursuivre encore jusqu'à l'âge adulte, puisqu'on n'est pas épargné, puisque ça vous est certainement arrivé de vous demander est-ce que c'est OK de ne pas répondre à un téléphone? Est-ce que c'est OK de ne pas répondre à un mail en dehors des heures de bureau? Est-ce que c'est OK est-ce qu'on a le droit de quitter un groupe WhatsApp famille? Comment on fait? On a l'impression qu'il y a un enjeu derrière. Donc il y a une injonction à non, une fois qu'on est dans le groupe WhatsApp, on y reste. Peut-être que vous avez déjà vécu ce moment-là où vous partez en vacances, vous avez installé votre mail qui dit « je ne suis pas là pendant une semaine, mes mails ne seront pas traités, etc. » Super, je pars. Vous arrivez sur la plage et vous recevez ce message de vos collègues qui disent « on sait que tu es en vacances, mais on ne trouve pas le dossier, ou tu sais, on doit répondre encore à quelque chose à tel client, etc. » Et puis là on se dit « bon ok, alors j'ouvre vite mes mails pour répondre à mes collègues, je ne vais pas les laisser dans la panade. » Et puis là, on voit qu'il y a un deuxième mail qui a l'air hyper important. Ah, puis il y en a un troisième. Finalement, hop, ça fait 1 heure, 2 heures, et puis on n'est plus sur la plage, on est en train de répondre à ces mails. Parce que derrière, c'est pas une obligation d'être connecté, c'est le sentiment que si on n'est pas connecté, c'est comme si on abandonnait nos collègues derrière, ou en tout cas, on aura ce sentiment que on n'est pas à la bonne place si on n'est pas connecté. Donc il y a une injonction à la connexion qui est très forte, qui commence à la petite enfance et qui va jusqu'à l'âge adulte. Et en même temps, on vit une injonction à la déconnexion. Puisque en même temps, on va avoir de plus en plus d'initiatives, on va dire, là, on va interdire les téléphones à l'école, par exemple. On fait des semaines sans écran, justement. Donc il y a cette idée qu'il ne faudrait pas être trop connecté, que les écrans, c'est pas bien. Là aussi, il y a un marketing qui est extrêmement efficace, puisqu'on va avoir des hôtels, par exemple, qui nous disent, chez nous, il n'y a pas de Wi-Fi. Vous pouvez venir chez nous et vous ne serez pas dérangé. Donc, c'est mieux si vous n'êtes pas connecté. On vous propose des digital detox, ce qui ne veut rien dire du tout, parce qu'on vous fait croire que ce serait le numérique qui intoxique, alors qu'en réalité, c'est tout ce qu'il y a derrière, la pression, l'impression de devoir être performant, etc. Donc, en même temps, on nous dit qu'il faut être connecté, et en même temps, on nous dit qu'il faut être déconnecté. Et je trouve très bien que l'école propose, par exemple, de faire 1 semaine sans écran, c'est une bonne idée, mais il faut toujours se demander pour quelle raison.
Qu'est-ce qu'on fait pendant cette semaine? Alors j'ai entendu qu'il y avait plein de choses qui avaient été faites pendant ce temps, c'est super, mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est quand on enlève les écrans, c'est pas pour dire les écrans sont mauvais en soi, c'est plutôt pour se dire si on les a pas, qu'est-ce qu'on fait qu'on ne fait plus d'habitude? Et justement, on redécouvre des jeux de société, d'autres activités, etc. Mais pour ça, il faut avoir du temps, il faut avoir la motivation, il faut avoir l'énergie aussi, parce que sortir son téléphone, quand on s'ennuie, c'est toujours une réponse qui est efficace. On ne s'ennuie jamais très longtemps si on a un téléphone à portée. Donc ce qui est compliqué ici, pour tout le monde, c'est qu'en même temps on nous dit « soyez connectés » et en même temps on nous dit « soyez déconnectés ». Et ça, en psychologie, c'est ce qu'on appelle des injonctions paradoxales. Un paradoxe, c'est quand il y a deux choses qui se contredisent, qui existent en même temps. Et ça veut dire que ça crée de l'anxiété. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a aucun des deux choix qui est bon. Il dit, mais en fait, je ne sais plus, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me connecter, je dois me déconnecter, je ne sais plus. Les deux choix ont l'air mauvais. Mais soyez rassurés, quand on est dans une situation d'injonction paradoxale, en psychothérapie, on sait comment traiter ça. C'est-à-dire qu'on a une méthode qui est très efficace, c'est de commencer par nommer le paradoxe. C'est exactement ce que je viens de faire avec vous. C'est-à-dire de nommer les deux choix, et aucun des deux choix a l'air d'être un bon choix. Puis ensuite, c'est de prendre de la hauteur en racontant ce paradoxe pour se rendre compte qu'il y a d'autres manières de faire. Je vous donne un exemple. Parmi les enfants, qui a un réveil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, ok, très bien. Qui parmi les adultes a un réveil qui n'est pas un téléphone? Ah, petite minorité, ok, très bien. Ça, c'est une situation que je rencontre souvent. Des parents qui viennent me voir en disant « Voilà, notre enfant, il dort pas assez la nuit, il s'endort à l'école, il dort sur sa table, il est claqué, il faut qu'il dorme plus. » Ok, alors on remonte chronologiquement et on découvre que dans la chambre, il y a un téléphone ou il y a une console de jeu, on va dire un téléphone. Et on se dit « Ah ben, solution toute trouvée. Si le téléphone est quelque chose qui empêche de dormir, on n'a qu'à retirer le téléphone de la chambre et comme ça, plus de problème. » Je dis, ah bah oui, ça a l'air facile comme solution. Puis là, les parents disent, oui, mais c'est son réveil. Donc on ne peut pas le sortir de la chambre. Parce que si on le sort de la chambre, bah c'est nous qui allons devoir venir le réveiller, puis on est déjà en train de faire ça tous les jours, on n'en peut plus. Sauf que, évidemment, quand on est en train d'en discuter là, comme ça, comme on est en train de le faire maintenant, c'est facile de se rendre compte que cet enfant-là n'a pas besoin d'un téléphone comme réveil, il a besoin d'un réveil. Mais si nous, en tant qu'adultes, on a pris l'habitude de fonctionner éventuellement avec un téléphone comme réveil, des fois on oublie que les enfants ils doivent apprendre aussi à fonctionner sans. Donc pour cet enfant qui a des difficultés à s'endormir, TikTok c'est devenu une bonne stratégie. Parce que je regarde juste un truc sur TikTok avant de m'endormir, comme ça me change les idées. Sauf qu'en faisant ça, le moment de s'endormir, il se décale d'1 heure, 2 heures, etc. Puis au bout d'un moment, cet ado il s'endort, mais pas parce qu'il est reposé, il s'endort parce que son cerveau n'en peut plus d'être réveillé, et on arrête de la machine et on s'endort sur le téléphone. Puis alors c'est pour ça que le lendemain, il dort à l'école. Donc vous voyez ce que je suis en train de faire là maintenant avec vous, c'est de nommer le paradoxe. En le faisant, on se dit, ah mais tiens, oui, bien sûr, quand on est dans le récit, c'est facile de voir d'autres solutions, de voir d'autres options. Mais quand on est pris dans le problème, et qu'on sent ces deux forces en même temps, ces deux injonctions en même temps, c'est comme si on n'avait plus la place pour réfléchir. Et donc, c'est dans ces moments-là où on a l'impression qu'on est coincé. C'est dans ces moments-là qu'on a l'impression qu'on est obligé de faire avec des écrans. C'est dans ces moments qu'on a l'impression qu'on est obligé de mettre de l'intelligence artificielle partout. Parce qu'on a l'impression qu'on ne peut plus réfléchir, que le monde va trop vite, et qu'on n'est plus en mesure de se dire, mais attends, où est-ce que c'est utile, et à quel moment, en fait, on doit faire autrement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que tout ça, ce n'est pas une question de jeunes. Trop souvent, on a tendance à dire il faut protéger les jeunes, il faut que les jeunes adaptent leurs compétences numériques, leur comportement, etc. Mais en réalité, c'est un phénomène de société. On est tous et toutes concernés par la présence des écrans, et les écrans en soi ne sont pas mauvais, mais ce qu'on y fait dessus peut poser problème. Ici, par exemple, au début du mois, on a appris que Meta allait faire passer les abonnements payants pour Facebook, WhatsApp et Instagram. Et si vous étiez là au début de Facebook, peut-être que vous vous souvenez que c'est écrit en grand « Facebook est gratuit et le sera toujours ». En fait, surprise, non.
ça va devenir payant, pas forcément, ça va rester gratuit si on veut l'utiliser, mais pour pouvoir... Il y a certainement des moments où on verra moins de choses, où il y aura, sur Instagram, il y aura moins de fonctionnalités, des choses comme ça, ou sur WhatsApp, tout d'un coup ça marchera moins bien, puis on dira « Ah, mais si vous aviez payé l'abonnement, ben, vous auriez la fonctionnalité qui permet de débloquer ça, etc. » Donc tout ça, c'est pas que les familles qui doivent se battre avec les écrans, c'est toute notre société qui doit réfléchir à quel moment les écrans sont utiles, et dans utile, j'intègre aussi le plaisir ludique, mais à quel moment aussi on doit commencer à se dire « Maintenant, on va faire autrement ». Ce qui est compliqué, c'est que ces services-là se sont installés de telle manière qu'on a l'impression qu'on ne peut plus faire sans. Si maintenant je vous dis, à partir de demain, plus personne n'utilise WhatsApp, on va être un peu embêté. Alors heureusement, il y a plein d'alternatives qui existent. Signal, Threema, Telegram. Donc il y a d'autres manières d'utiliser ces messageries, mais on a tellement pris l'habitude d'utiliser WhatsApp que c'est devenu un peu le réflexe. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais il y a quelques années en arrière, on nous avait dit qu'il faut absolument sortir de WhatsApp. On nous avait dit il y a un changement de loi, et puis maintenant il faut sortir, la confidentialité est plus garantie, il faut sortir. Il y a eu un mouvement de migration comme ça, où tout le monde s'est retrouvé justement sur Telegram, sur Signal, sur Threema, et ça a duré quelques mois. Puis après, moi, je devais écrire aux gens, je leur écrivais sur Signal, puis après, je devais leur écrire dans WhatsApp pour leur dire « Ah, si jamais je t'ai écrit sur Signal ». Et tout le monde est revenu sur WhatsApp parce que c'est ancré, c'est devenu une habitude. Et changer une habitude, c'est pas évident. Donc, c'est aussi réfléchir en fait à quel moment on a l'impression qu'on est devenu dépendant de WhatsApp, mais qu'en réalité, on peut très bien fonctionner sans. Et pour montrer qu'en fait, les réseaux sociaux se servent de mécanismes qui ne sont pas nouveaux, mais qui font appel à des choses qui sont assez anciennes, j'ai trouvé un exemple l'autre jour en me baladant dans la rue. Je suis passé devant la vitrine d'un kiosque, et je me suis dit, tiens, là, il y a l'exemple parfait de comment, en fait, il y a deux mécanismes très présents sur les réseaux sociaux qui existaient déjà avant, et voir comment les réseaux sociaux en abusent aujourd'hui. D'un côté, on a la couverture de Paris Match. Paris Match fonctionne, et tous les journaux Press People fonctionnent exclusivement grâce à la captation de l'attention. Quand vous passez devant une affiche et puis vous lisez, alors là c'est pas le cas, mais ça pourrait être très bien, Kate, le décès inattendu. On se dit, ouh là là, Kate est morte. Oh non. On achète le journal, on lit, puis en fait dans l'article c'est écrit que c'est une arrière-grande-tante qui est décédée, puis que ça l'a beaucoup bouleversée. Mais elle n'est pas du tout morte, sauf que le titre, c'est écrit le décès inattendu. Donc on associe ça à une nouvelle choquante, et ça capte notre attention. On a dépensé de l'argent pour rien en achetant le journal, et on apprend qu'en fait, ce n'est pas du tout la nouvelle qu'on s'attendait à voir. Donc, la Press People utilise la captation de l'attention depuis des années et des années et des années. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux fonctionnent exclusivement grâce à cette captation de l'attention, en nous faisant voir des vidéos qui vont capter nos émotions, qui vont nous choquer, qui vont nous surprendre, et des fois nous faire plaisir, des fois pas, mais qui vont justement utiliser cette attention, la recapter pour prolonger l'utilisation. Puis de l'autre côté, la Coupe du Monde commence ce soir, d'ailleurs merci d'être là plutôt que devant le match, la Coupe du Monde commence, et on a les vignettes Panini qui, elles, fonctionnent grâce à la fameuse FOMO, la peur de manquer quelque chose. FOMO en anglais, ça veut dire Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de rater un truc. Les vignettes Panini, depuis que je suis petit, ça marche parce qu'on a envie de faire partie du groupe. Je me souviens très bien que la Coupe du Monde 90-91, j'ai fait l'album Panini alors que j'en avais rien à secouer du foot. Parce que tous les potes étaient en train de coller des petites vignettes et je ne voulais pas être le seul de la classe à ne pas avoir les vignettes. Alors j'avais collé toute l'équipe d'Argentine avec leur coupe de cheveux extraordinaire là. Mais en réalité, le foot ne m'intéresse pas tellement. Et aujourd'hui, c'est toujours comme ça. On voit que le fait qu'il y a tout d'un coup un événement, on veut faire partie du groupe, et tout d'un coup, tout le monde se met à collectionner les vignettes Panini. En soi, ce n'est pas un souci. Ce qui devient problématique, c'est éventuellement le modèle économique de ces vignettes Panini, qui sont des pochettes aléatoires, et on est obligé d'en acheter beaucoup pour essayer d'avoir toute la collection. Là où on a de l'espoir, justement, c'est de voir comment nous, les êtres humains, on réagit face à cette industrie-là, et on se positionne, c'est-à-dire qu'on crée des bourses d'échange, on crée du lien social en se disant, maintenant, on va s'échanger les vignettes. Donc c'est très bien, on n'est plus seulement en train de dire qu'il faut acheter des vignettes, mais on est aussi en train de voir comment on va créer du lien autrement. Donc je me suis dit, l'exemple était très parlant pour dire, en réalité, ces deux
aspects qui sont problématiques sur les réseaux sociaux, ben, en fait, on les retrouve dans d'autres domaines qui sont plus vieux, bien plus vieux que ça. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de, quand vous réfléchissez à la pratique des écrans dans vos familles, c'est d'essayer de réfléchir à ce qu'il y a sur l'écran, mais aussi ce qu'il y a autour de l'écran. Par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui jouent à Mario Kart dans la salle? 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il y a des... J'ai pas vu s'il y avait une main d'enfant. Oui, là, il y avait une main levée. Ouais, ok. Est-ce que tes parents préfèrent que tu joues à Mario Kart ou à Call of Duty? Tu penses à Mario Kart. Est-ce que tu as une idée pourquoi? C'est moins violent. Très juste. Ok. Autre idée, peut-être? Ok, très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un autre enfant ou ado qui aurait une idée pourquoi est-ce que les parents préféreraient Mario Kart que Call of Duty? Ouais. C'est plus pour l'âge. Très juste. Mario Kart, il doit être 7 ans, je crois, et puis Call of Duty, 18. Très juste. Et peut-être une autre idée encore? Oui. On est moins proche de la réalité sur Mario Kart. Très juste. Call of Duty a un côté photoréaliste qui s'approche de la réalité, et Mario Kart, évidemment, c'est beaucoup plus loufoque. Il y a... Oui. J'ai une idée, mais plutôt du côté parent. Alors, c'est très bien, j'allais poser la question. Je vous en prie. Le parent, je peux jouer avec. Exactement. Merci, c'est ça que je cherchais comme info en plus. Donc c'est parfait. Merci. Effectivement, Mario Kart, c'est moins violent, c'est plus adapté à l'âge, c'est moins photoréaliste et on peut jouer ensemble. Donc il y a un côté rassembleur. Mais maintenant, si on réfléchit à qu'est-ce qui se passe, donc, si on met les deux écrans l'un à côté de l'autre, il y a de fortes chances que tout le monde se mette d'accord que les parents vont préférer Mario Kart à Call of Duty pour des bonnes raisons qui ont été évoquées. Donc si on met ces deux écrans l'un à côté de l'autre, même moi, qui suis joueur aussi, ben, je préfère regarder quelqu'un qui joue à Mario Kart que quelqu'un qui joue à Call of Duty parce que visuellement, c'est un peu plus impressionnant, c'est plus violent, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement ce qu'il y a sur l'écran, c'est ce qui se passe aussi autour de l'écran. Et en fait, quand on analyse ce qui se passe chez les gens qui jouent à Mario Kart, on découvre que Mario Kart est reconnu comme étant le jeu le plus stressant en termes de rythme cardiaque qui soit. Et on voit que Call of Duty, il arrive en 3e place. Alors je ne suis pas en train de dire que c'est mieux de jouer à Call of Duty qu'à Mario Kart, même si les deux jeux sont sympas dans leur registre, mais c'est intéressant de voir que si on ne regarde pas seulement le visuel de l'écran, mais qu'on analyse ce qui se passe en termes de mécanique de jeu et de ressenti, ben on voit que sur Mario Kart, il se passe des choses qui étaient inattendues. Et je pense que je peux faire grimper la tension artérielle de certains ou de certaines en faisant ça. Parce que ceci, dans Mario Kart, c'est un objet qui est extrêmement punitif. Donc Mario Kart, jeu de course, le but c'est d'arriver premier ou première. Les courses sont assez rapides, sont assez courtes, généralement c'est 5-6 minutes par course environ. On peut être premier ou première pendant toute la course. Et sur la ligne d'arrivée, il y a cette carapace bleue qui arrive. Elle est très difficile à éviter, c'est très compliqué. Donc elle est très punitive parce qu'elle nous tombe dessus, elle nous paralyse. Et pour peu que les adversaires soient pas loin derrière, on se fait dépasser. On avait beau être premier ou première tout du long, on finit 7e, 8e, 9e. Et ça, c'est frustrant. Ça, c'est frustrant et c'est une bonne raison de ressentir de la colère. C'est absolument normal d'être en colère quand on se prend ça, cette carapace bleue, sur la ligne d'arrivée. Ce qui est moins normal, c'est de lancer sa manette dans la télé parce qu'on est fâché. Ça, c'est une mauvaise gestion de la colère ou de la frustration. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de se rendre compte que, en fait, même dans un jeu comme Mario Kart, qui est un très bon jeu, que je recommande sans problème, ben en réalité, il n'y a pas besoin de jouer beaucoup pour que tout d'un coup, il y ait une réaction émotionnelle très forte. Il suffit de faire 1-2 parties, donc pas besoin de faire des heures et des heures de jeu, pour que tout d'un coup, émotionnellement, il se passe un truc très fort. Et généralement, peut-être que je vais poser la question aux enfants aussi, qu'est-ce que vous disent vos parents si vous vous énervez quand vous perdez à Mario Kart ?
Je l'ai entendu. T'énerve pas, c'est qu'un jeu. Merci. Effectivement, c'est qu'un jeu. Mais l'émotion qui est vécue quand on joue à Mario Kart et qu'on se prend cette carapace bleue, c'est une émotion qui est réelle. C'est une émotion qui est tout à fait, qui est aussi réelle qu'une émotion qu'on vivrait dans d'autres contextes. On va s'accrocher à la thématique de la Coupe du Monde, puisque la Coupe du Monde commence. Vous allez voir des tas de gens qui vont hurler devant des écrans, de joie ou de tristesse. Des gens qui ne sont pas ni dans le stade, ni sur le terrain, mais qui vont vivre parfois la fin du monde ou le meilleur jour de leur vie parce que leur équipe a gagné. Donc, face à un écran, on vit des émotions qui sont très fortes. Et pour les enfants et pour certains ados aussi, et même pour certains adultes, c'est compliqué de gérer ces émotions-là. Parce que quand on est en train de jouer à un jeu vidéo, on ne peut pas être concentré à la fois sur ce qui se passe sur l'écran et sur ce qu'on ressent. L'émotionnel, on le met un peu au second plan, on est concentré sur l'objectif de gagner la course dans Mario Kart, et au moment où la course se termine, c'est le moment où les émotions ressortent. Et soit on est content, soit on est triste ou frustré, et c'est le moment où les émotions s'expriment. Et ce qu'on devrait pouvoir faire là, c'est d'abord de quittancer l'émotion. C'est de dire, de valider le fait que oui, c'est normal de s'énerver, ou en tout cas de se sentir énervé. Ce qui est moins normal, comme je l'ai dit, c'est de balancer la manette. Donc après, on va apprendre à gérer la colère et la frustration. Je trouve toujours très intéressant de voir qu'on ne peut pas jouer aux jeux vidéo sans qu'il y ait de frustration. Si on joue à un jeu vidéo dans lequel il n'y a aucun obstacle, imaginez Super Mario, il n'y a aucun trou, il n'y a aucun ennemi, il faut juste aller de gauche à droite. On joue une fois, peut-être deux, puis après on se dit, mais en fait c'est nul, je ne dois rien faire, juste aller de gauche à droite. Donc il faut qu'il y ait un minimum d'obstacles et de frustration pour qu'on ait envie de revenir. A l'inverse, si c'est trop compliqué, si Super Mario, il y a plein de trucs qui lui tombent dessus en même temps et qu'on ne peut rien faire, on se dit, oula, j'arrête, c'est beaucoup trop difficile, je ne vais pas plus loin. Donc le monde du jeu vidéo, c'est un monde dans lequel on est obligé d'avoir une forme de frustration. Donc pour les enfants, c'est une bonne chose de se confronter à cette frustration. Mais derrière, il faut qu'on l'accompagne. Il faut qu'on explique pourquoi on est fâché, pourquoi on est frustré. Et à un moment donné, il faut aussi qu'on cadre en disant, là, ça c'est trop. Et c'est là où on a le droit en tant que parent de dire, en fait, on voit que pour le moment, la gestion émotionnelle est trop forte. Donc, on va jouer à autre chose, ou c'est pas encore ton âge de jouer à ces jeux-là. Indépendamment de l'âge mis sur le jeu, c'est de voir comment chaque enfant peut réagir différemment à ce niveau émotionnel. Et vous voyez que Call of Duty n'est pas très loin derrière, donc c'est quand même stressant aussi. Ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à réfléchir pas seulement sur ce qu'il y a sur l'écran, mais aussi à ce qu'il y a autour, on voit que ça nous permet, nous, en tant qu'adultes aussi, de nous décentrer, de casser certaines croyances, de casser certains a priori, puis de commencer à réfléchir qu'est-ce qui se passe devant moi. Par exemple, si on voit ceci, on commence à interpréter. Il y a un sociologue québécois qui s'appelle Jocelyn Lachance qui parle de la machine à interprétation quand on voit des ados qui sortent leur téléphone. Parce que dès qu'on voit un ado ou une ado qui sort son téléphone, on commence à imaginer des trucs. On commence à dire « Ah, mais ce qu'ils font, c'est pas bien. » Parce que nous, à l'époque, on n'avait pas de téléphone. Donc forcément, c'était mieux ce qu'on faisait avant. Mais là, sur cette photo, on n'a aucune idée de ce qu'ils et elles sont en train de faire. On peut imaginer, on peut interpréter des choses, mais en réalité, on voit des jeunes qui sont sur leur téléphone, devant leur téléphone. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et évidemment, je suis le premier à dire que c'est bien qu'il y ait des moments où on met les écrans de côté, comme vous l'avez fait pendant une semaine. Par exemple, quand on est en cours à l'école, c'est un moment où finalement le téléphone il n'a pas tellement de raison d'être. Mais ces moments-là, ils sont intéressants, ils sont utiles parce que ça nous permet de réfléchir les choses autrement, de se rendre compte qu'on peut fonctionner aussi sans téléphone. Mais là, du coup, nous, en tant qu'adultes, on imagine des trucs. Et ça nous arrive tout le temps. Même moi, quand j'arrive dans un restaurant, puis que je vois qu'il y a des tout petits enfants, ils sont à table avec des tablettes, il y a un moment, je me dis « Oh, mais c'est pas bien !» Mais en fait, j'en sais rien, je connais pas ces gens, je connais pas leur famille, je sais pas ce qu'ils ont fait pendant la journée. Peut-être que c'est des enfants qui ont couru toute la journée, et puis là, c'est le moment où finalement ils sont autour de la table. Alors même si on peut imaginer que le repas serait un moment sympa à partager en famille, je suis en train d'émettre un jugement. Donc, moi, je vous invite à réfléchir non pas seulement en termes de qu'est-ce qu'il y a sur l'écran, mais aussi qu'est-ce qu'il y a autour, notamment au niveau émotionnel et relationnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à la vidéo du bébé qu'on a vue tout à l'heure, il y a une confusion qui va se créer très tôt entre des compétences de maîtrise
C'est-à-dire comment est-ce qu'on utilise un téléphone, par exemple, comment est-ce qu'on lance un jeu sur la Switch, comment est-ce qu'on devient bon en Mario Kart, par exemple. Donc plus on joue, plus on utilise les réseaux, plus on utilise les téléphones, plus on va développer ces compétences de maîtrise. Imaginez la première fois que vous installez un réseau social sur votre téléphone, vous ne savez pas comment ça marche, il y a un bouton en forme de cœur, intuitivement on se dit « Ah, ça doit être le bouton pour dire j'aime », on appuie dessus, donc on teste, il y a un cœur qui apparaît, effectivement c'est écrit j'aime, ok, j'ai compris, donc j'ai acquis une compétence de maîtrise de l'outil. Donc plus on utilise, plus on va maîtriser l'outil. Et les enfants et les ados ont des très bonnes compétences de maîtrise, des fois même plus que leurs parents. Ne demandez pas à vos enfants de configurer le contrôle parental, d'accord ? Ces compétences de maîtrise, on peut les valider, on peut les reconnaître, on peut les valider, c'est-à-dire les valoriser, pardon. Dire c'est génial tout ce que vous savez faire, etc. C'est très très bien. Mais par contre, à côté, il y a les compétences de gestion. Et les compétences de gestion, il n'y a jamais aucun jeu ou réseau social ou application qui va apprendre aux enfants à les acquérir. Ces compétences de gestion, c'est est-ce que c'est le bon moment de lancer une partie ? Est-ce que j'ai fait tout ce que je devais faire avant de prendre TikTok ? Est-ce que j'ai le temps de jouer à Brawl Stars maintenant ? Est-ce que ce contenu est adapté à mon âge ? Est-ce que ce que je suis en train de dire à quelqu'un en ligne est adapté ou pas ? Est-ce que le comportement que j'ai est adapté ou pas ? Donc ça, il n'y a aucun outil numérique qui va l'apprendre aux enfants. Ça vient de l'extérieur, c'est-à-dire des parents, mais aussi à l'école, dans les clubs de sport. Chaque fois qu'il y a des interactions comme ça, des moments sociaux où on est dans une interaction, on peut apprendre aux enfants à acquérir ces compétences de gestion. C'est une question que j'aime bien poser quand je travaille avec des pré-ados, par exemple. Je dis, bon, ok, toi tu joues à Fortnite, d'accord. Comment tu t'organises pour jouer à Fortnite ? Souvent, ils me disent, mais je ne m'organise pas. Je rentre à la maison, je prends mon sac, je le lance à travers le salon, je vais me poser derrière la console ou l'ordi et je lance le jeu. Si les copains sont déjà là, très bien, on joue ensemble, on commence. Mais si les copains ne sont pas encore là, je commence une game, je commence une partie en attendant que les autres arrivent. Puis ensuite, les autres vont venir, on dit « Ah, t'es déjà en partie, on en fait une de notre côté. » Puis après, lui, il va finir sa partie, il va dire « C'est bon, je suis disponible. Ah, mais nous, on est déjà en partie. Bon, alors j'en fais une de mon côté. » Etc., etc. Puis il se court après comme ça pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, il y a les parents qui arrivent en disant « On avait dit c'est 1 heure, maintenant tu t'arrêtes. » Et puis l'ado dit « Mais on n'a pas commencé. » Parce que ça fait 1 heure qu'ils sont en fait en train de se courir après. Parce qu'à aucun moment, Fortnite va dire « Es-tu sûr que c'est le bon moment de lancer le jeu ?» Si on compare ça avec l'idée d'aller, je sais pas, par exemple, faire un match de foot, encore, thématique de foot, prenons le basket pour changer. Faisons un match de basket, il faut quand même être à l'heure sur un terrain dans lequel il y a des paniers, il faut que quelqu'un ait pensé à prendre un ballon, il faut qu'on ait un nombre pair pour pouvoir faire 2 équipes, donc il faut s'organiser. On ne peut pas débarquer et dire faisons un match de basket improvisé. Bon, en tout cas, c'est difficile. Sur Fortnite, ou sur n'importe quel jeu en ligne, il y a tout le temps quelqu'un sur le terrain. Il y a tout le temps quelqu'un avec qui on peut jouer. Donc il n'y a pas besoin ou moins besoin de s'organiser. Mais jouer à Fortnite, c'est quand même plus sympa quand on y joue en groupe, avec les copains ou les copines. Donc on a un meilleur temps d'apprendre à s'organiser. Mais de base, le jeu ne le fait pas du tout. Donc ça vient de l'extérieur. Ça doit être quelque chose qui s'apprend de l'extérieur. Et il ne faut pas attendre que les enfants sachent déjà s'organiser avant de commencer à utiliser ces plateformes. Ceci nous permet de distinguer le besoin de l'envie et de l'habitude. Comme je l'ai dit en introduction, il n'y a aucun enfant au monde qui a besoin d'écran. Aucun ado au monde qui a besoin d'écran non plus. Et chez les adultes, je pense aussi qu'on n'en a pas besoin, mais qu'on a l'impression qu'on en a besoin. En réalité, le besoin, ce n'est pas un besoin d'écran. Quand on demande à des ados, pourquoi, qui nous disent « Ah mais j'ai besoin d'un téléphone », parce que déjà tous les autres de la classe en ont un, je suis le seul qui n'en a pas. Donc déjà, rappelez-vous que nous aussi, quand on était gamins, on a dit à nos parents, je suis le seul de la classe qui n'a pas un truc, et que nos parents étaient les pires parents du monde, parce qu'ils n'ont pas voulu nous acheter ce truc, donc soyez prêts à être les pires parents du monde. C'est pas en fait quand l'ado nous dit, j'ai besoin d'un téléphone, en réalité, le message qui est derrière, c'est, j'ai besoin de faire partie du groupe. J'ai besoin d'être avec les autres, parce que ça, c'est un réel besoin. Surtout à l'adolescence, où justement, faire partie d'un groupe social, c'est hyper important.
Donc il y a cette impression que si on n'a pas le téléphone et les réseaux sociaux qui vont avec, on ne peut plus faire partie du groupe. Donc le message qu'on entend derrière, c'est j'ai besoin de faire partie du groupe. Donc comment on répond à ce besoin-là, avec ou sans téléphone? Le téléphone est uniquement un moyen de répondre aux besoins. Ce n'est pas le besoin lui-même. Mais par contre, il peut avoir une envie qui est très forte. Et ça, on peut l'entendre, on peut même tout à fait la comprendre. Quand justement, on nous dit, mais tous les autres dans la classe, ou toutes les autres, ils ou elles ont un téléphone, on peut comprendre que ça crée une envie. Et une envie, on peut décider d'y répondre ou pas. Ça redonne du pouvoir aussi, ça redonne de la légitimité, de dire, est-ce que c'est le bon moment ou pas d'acheter un téléphone? Et l'habitude, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous avez pris l'habitude de fonctionner avec un téléphone comme réveil, c'est de se rappeler qu'on peut fonctionner aussi sans téléphone pour se réveiller. Donc il faut un peu détricoter tout ça pour se rendre compte en fait qu'on peut réfléchir, on peut se poser les questions, à quel moment c'est le bon moment d'amener des écrans, à quel moment c'est le bon moment de faire entrer les écrans dans la vie des enfants. Si on fait une liste des besoins des enfants, comme ça. Donc les réels besoins, les besoins qui sont utiles pour le développement des enfants, et que si on disait aux futurs parents, aux gens qui imaginent faire des enfants, on leur dit, alors, vous allez devoir vous occuper de tous ces besoins chez les enfants, vous allez devoir pourvoir à tous ces besoins, je pense que plus personne ne fait d'enfants. Parce que c'est impossible, parce que c'est totalement épuisant de se dire « je vais devoir répondre à tous ces besoins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ». Ça, c'est pas possible. En réalité, pour que les enfants se développent dans des bonnes conditions, il n'y a pas besoin de répondre à tous les besoins 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais il faut y répondre suffisamment bien. C'est-à-dire de la manière qui est suffisante pour que les choses se passent bien. Mais ça, si on réfléchit à tous les besoins des enfants, et même là, ils ne sont pas tous réunis, si on pense à ça, on se décourage, on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver. Et si de l'autre côté, on nous dit simplement, il faut juste s'assurer qu'il n'y a pas plus que 20 minutes d'écran par jour à partir de 3 ans, qui est la recommandation de l'OMS, ça on se dit, ouais, ça c'est bon, ça j'arrive encore à faire, tout le reste je peux plus, là je suis claqué, mais ça, je peux encore le faire. Le problème avec ce message-là, c'est que ça, ici, pas plus de 20 minutes d'écran à partir de 3 ans, c'est un message qui est trop simpliste. En réalité, ça crée l'idée que si les enfants dépassent les 20 minutes d'écran, ils vont avoir le cerveau qui leur coule par les oreilles. En réalité, quand on dit qu'il faut limiter le temps d'écran, c'est pas qu'au bout d'un moment, ça devient un problème. C'est qu'on veut s'assurer que dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une année, il y ait suffisamment de temps pour le reste, les choses qui sont réellement utiles au développement des enfants. De temps en temps, l'écran peut être un moyen de répondre à ces besoins-là. Par exemple, la question de l'interaction sociale. On voit que le téléphone, c'est un moyen d'être en interaction sociale. Ou le sentiment d'appartenance, ou la stimulation intellectuelle, ou la culture, tout ça. On se dit, tiens, oui, avec les écrans, on peut répondre à certains de ces besoins-là, mais ce n'est pas le besoin lui-même. Donc en réalité, ce message-là, il est trop simpliste, et généralement, il fait naître l'idée chez les parents que si on dépasse le temps d'écran par jour, alors il y aura un problème. En réalité, les problèmes viennent s'il n'y a pas suffisamment de temps pour le reste. On prend le problème dans l'autre sens. Donc là, je vais vous dire un truc qui va certainement faire plaisir aux enfants et moins aux parents, mais le temps d'écran par jour, en réalité, on s'en fiche un peu. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça ne veut pas dire que c'est nos limites, mais je vous invite à essayer de réfléchir différemment. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que à la base, les écrans n'entrent pas dans la vie des enfants pour répondre à des besoins des enfants. Les écrans arrivent dans la vie des enfants pour répondre d'abord à des besoins des parents, ce qui est assez normal. Parce qu'on a un besoin de sécurité, de tranquillité, de lien, et que là aussi, on a l'impression que le numérique est devenu le meilleur moyen de répondre à ces besoins-là. Quand en tant que parent, on a peur de ce qui pourrait arriver à nos enfants, on peut être tenté de leur coller une montre connectée au poignet, et puis de se dire, au moins comme ça, on sait ce qui peut se passer. Mais en réalité, la montre connectée, c'est un faux sentiment de sécurité. Moi, j'explique souvent aux parents que la montre connectée permet de savoir où est la montre connectée, pas de savoir où est l'enfant. Parce que si un jour vos enfants vont à la place de jeu et puis ils l'enlèvent parce que c'est pas pratique, puis vous voyez sur votre téléphone que ça fait 3 heures qu'ils sont à la place de jeu alors qu'ils devraient être en cours,
vous allez vous inquiéter. Si quelqu'un l'oublie dans le bus, puis que vous voyez que votre montre, elle fait le tour du canton, vous allez être inquiété aussi. Donc en réalité, la montre connectée, la réponse numérique, c'est pas la meilleure réponse. Quand on est inquiet, si vous, en tant que parent, il y a des choses qui vous inquiètent, c'est normal, c'est légitime. Donc l'idée, c'est plutôt de réfléchir comment on peut trouver des solutions autrement que par une solution numérique. Chose importante, vous voyez, quand dans cette salle, il y a beaucoup de parents, vous n'êtes pas les seuls à être venus ce soir, ça veut dire que vous avez tous et toutes les mêmes préoccupations. Ce qui veut dire que vous êtes en train de vous poser les mêmes questions, vous avez probablement les mêmes difficultés, et moi j'espère qu'on va réussir à créer aussi plus de réseaux sociaux de proximité pour voir comment on peut compter les uns sur les autres et moins compter sur les outils numériques pour répondre à des questions développementales. Mais je reviens à cette question du temps d'écran par jour. En réalité, le temps d'écran, c'est la question que tout le monde se pose. C'est la question qui est sur toutes les lèvres. D'un côté, il y en a trop, et de l'autre côté, il n'y en a pas assez. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est que la question du temps d'écran, elle génère plus d'angoisse qu'autre chose. Elle génère des angoisses ou des inquiétudes chez les parents qui se disent « on a mis 20 minutes, une demi-heure, une heure, mais on voit bien que nos enfants, ils essaient toujours de gratter 5 minutes de plus, c'est insupportable, on est tout le temps en train de se battre. » Et du coup, on a l'impression de faire du mauvais boulot de parents parce qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à poser un cadre. Et du côté des enfants ou des ados, moi, ceux que j'ai pu rencontrer, généralement, arrivent dans mon bureau en disant j'ai un problème parce que je suis trop sur les écrans. Mais quand je leur demande c'est quoi trop, ils ne savent pas tout à fait, simplement ils ont entendu qu'ils étaient trop dessus. Donc ces enfants ou ces ados intègrent l'idée qu'ils ont un problème parce qu'ils n'arrivent pas à gérer le temps. Mais en réalité, c'est absolument normal pour les enfants et les adolescents de ne pas arriver à gérer le temps. Non seulement parce que le cerveau des enfants n'est pas encore complètement formé, il termine de se développer vers 25 ans, donc bon courage jusque-là. Et la dernière zone du cerveau qui se développe, c'est le cortex préfrontal, qui est justement la zone qui nous permet à nous de dire « là, il faut que je m'arrête ». Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre avant 25 ans. Au contraire, même ça, c'est tout à fait possible de le faire, mais il faut l'entraîner, il faut l'accompagner. Et du coup, de demander à des enfants et des adolescents de s'arrêter à l'heure prévue, ou de mettre un minuteur, et puis de dire, bon, j'ai 1 heure, je mets dans 59 minutes, comme ça je m'arrête, ça, c'est irréaliste. Ça peut arriver, si on l'entraîne, et puis pourquoi pas. Mais de manière générale, de base, c'est trop compliqué. Même pour nous, en tant qu'adultes, ça peut arriver qu'on perde la notion du temps. Aussi parce que les applications qu'on a, que ce soit les réseaux sociaux, les séries, les films, les jeux vidéo, sont si construits pour qu'on perde la notion du temps. Quand vous, en tant qu'adulte, vous avez un abonnement Netflix, qu'il est minuit, et qu'il reste un épisode à regarder, et que vous voulez savoir qui est le tueur quand même, qu'est-ce que vous faites ? Et que Netflix, en plus, vous dit « dans 10 secondes, le prochain épisode commence ». Qu'est-ce qu'on fait ? Soit on décide que non, on est des gens raisonnables, et puis tant pis, on va se coucher avec la frustration de ne pas savoir qui est le tueur, et on prend le risque que quelqu'un nous spoile la fin à la machine à café le lendemain. On va se coucher avec cette frustration, mais on la gère. Ou alors, on dit, non mais en fait, je veux savoir qui est le tueur, je m'en fiche, tant pis, je regarde le dernier épisode, mais j'assume demain. Demain, je serai debout à l'heure, peut-être que je serai crevé, mais j'assume, je serai au boulot, je ferai ce que je dois faire. Et ça, on peut le faire, nous, en tant qu'adultes, parce qu'on a de l'expérience, on a du vécu, mais aussi parce qu'on a un cerveau qui est outillé correctement. Pour les enfants, demain, c'est dans tellement longtemps que c'est trop compliqué de se dire « oui, non, mais si je ne m'arrête pas maintenant, après je serai fatigué, etc. » Donc, c'est pour ça que moi, je vous invite à essayer de repenser la question du temps d'écran en disant que fondamentalement, ce n'est pas le nombre de minutes ou d'heures par jour qui compte, c'est est-ce qu'il y a des choses qui doivent être faites, qui sont faites ou non. C'est-à-dire, qu'est-ce qui doit être fait avant d'utiliser les écrans, ou quels sont les bons moments pour utiliser les écrans, et de penser qu'on peut le sortir à tout moment. Typiquement, les jeux en ligne comme Fortnite, Brawl Stars et compagnie sont tout le temps disponibles. Donc, il y a cette idée qu'on peut y jouer tout le temps. Mais en réalité, il faut choisir les bons moments. Donc si le temps d'écran importe peu, il faut aussi intégrer l'idée que l'accès aux écrans, ce n'est pas un droit, c'est un privilège. Parce que si on pose un cadre qui dit aux enfants ou aux ados, tu as droit à 1 heure d'écran par jour. Déjà, 1 heure d'écran, c'est large. Est-ce qu'on parle de téléphone, de télévision, de tablette, de console ? On ne sait pas. Mais si on dit tu as droit à 1 heure par jour, et que lundi, il y a entraînement de badminton, et que l'heure du lundi n'est pas utilisée, est-ce qu'on peut la récupérer le mardi ? Alors là, du coup, on a 2 heures. Si c'est un droit, ils vont revendiquer ce droit. Ils auront raison.
Tandis que si on ne définit pas un droit d'écran, mais plutôt un moment où on dit mais là c'est un bon moment pour utiliser les écrans, on n'est plus dans cette réflexion de devoir courir après les enfants, de chronométrer combien de temps il y a eu d'écran. Puis surtout, ça permet aussi plus de liberté de réflexion sur qu'est-ce qui est fait pendant ce temps d'écran. Parce que malheureusement, aujourd'hui, des fois, on s'accroche un peu aux contrôles parentaux en disant, voilà, on a bloqué, après 20 minutes, ça s'arrête. Alors déjà, ça ne s'arrête jamais au bon moment. Hein. Il y a toujours un autre truc qui va être fait, et puis ça coupe toujours au pire moment, donc vous devez gérer la crise qui va avec. Mais en plus de ça, la question qui est fondamentale, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 minutes ? Est-ce que c'était quel genre de jeu ? Est-ce qu'il y a eu des émotions qui étaient difficiles à gérer ? Est-ce qu'il y a eu des mauvaises rencontres ? Est-ce qu'il y a eu du contenu pas adapté, etc. On peut imaginer plein de choses. Mais pendant ces 20 minutes, il peut aussi se passer des trucs géniaux. Mais le but, c'est aussi que les enfants puissent venir raconter ces trucs géniaux. Et les trucs moins géniaux quand ça arrive. Donc plutôt que de réfléchir en termes de minutes ou d'heures d'écran par jour, moi je vous invite plutôt à essayer de réfléchir quels sont les bons moments pour utiliser des écrans. De définir qu'il y a des moments où les écrans n'ont pas leur place. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne sont pas adaptés. Que ce soit quand on fait à l'école ou quand on fait ses devoirs. L'exemple des devoirs, je trouve qu'il est assez parlant. Imaginons que vous avez un ado ou une ado qui n'a pas noté ses devoirs, puis il dit je ne sais pas ce qu'on doit faire pour demain. Catastrophe, j'écris dans le groupe WhatsApp ou sur Snapchat ou peu importe, sur n'importe quelle application, je vais demander aux autres. Puis du coup, les autres répondent ah oui, pour demain, on doit faire ça. Ok, super. Ça, je considère que c'est une très bonne compétence numérique. J'ai un problème. J'utilise un outil numérique, ça me permet d'obtenir l'information dont j'ai besoin, je peux faire mes devoirs, super, très bien. Compétence de maîtrise, très bien, bien joué. Sauf que maintenant, si on est réaliste, et que sur le même téléphone où vous avez obtenu l'exercice à faire pour demain, sur le même téléphone, il y a TikTok qui fait « Coucou, viens jouer avec moi », ou il y a Brawl Stars qui envoie une notification. Aucune chance que l'exercice de maths gagne contre Brawl Stars et TikTok, aucune chance. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut la volonté de se dire non, mais en fait, je ne dois pas regarder tous ces trucs qui ont l'air géniaux, je dois aller mettre mon téléphone à l'autre bout de la pièce ou de l'appartement pour me concentrer sur ce travail de maths que j'ai déjà pas envie de faire à la base. Donc là où à la base c'était une bonne compétence numérique, tout d'un coup, on voit que le fait qu'il y ait toutes les applications sur le même objet fait que ça devient difficile à gérer. Donc c'est dans ces moments-là qu'il faut trouver des solutions, il faut essayer de voir comment on peut dire c'est moi qui prends ton téléphone, je le mets à distance, et surtout il faut réfléchir à pourquoi les devoirs n'étaient pas notés à la base. Parce qu'il est là le vrai problème. Le problème c'est de se dire j'ai plus besoin de les noter, au pire je demanderai au groupe. Non, d'abord il faut qu'on soit en mesure de noter les devoirs soi-même, puis si vraiment on a oublié, on passe par le groupe. En haut c'est faire du sport. Si avoir votre téléphone vous permet d'écouter de la musique, ou d'utiliser une application comme Strava qui permet de vous motiver par exemple, ok, très bien. À la base, manque de motivation, le téléphone permet de trouver cette motivation, ça aide à aller courir, super, bonne compétence numérique. Si vous partez courir et que toutes les 3 minutes vous vous arrêtez parce que ça vibre et qu'il y a un message auquel il faut répondre, vous ne courez pas, du coup, objectif raté. Donc c'est dans ces moments-là où on se dit en fait on n'a pas besoin de toutes les fonctionnalités de la boîte à outils, on a besoin d'un outil en particulier. Est-ce que c'est écouter de la musique ? Ok. À ce moment-là, il faut que je trouve un moyen de couper ce qui vient me perturber. En bas, c'est les moments en famille. Je parlais du repas à table tout à l'heure. Ça, c'est un moment, idéalement, où je recommande que tout le monde joue le jeu. Je trouve que c'est normal qu'il y ait des règles qui soient différentes pour les parents et les enfants. Quand les enfants ou les ados disent « mais c'est pas juste, parce que moi, je dois donner mon téléphone, je dois le poser, et papa et maman sont encore devant la télé ou sur leur téléphone », oui, c'est pas juste. Voilà, l'enfance et l'adolescence sont des périodes par définition injustes. Mais c'est normal et c'est une très bonne chose parce que ça permet justement d'apprendre aussi à gérer la frustration et d'apprendre aussi que quand on est adulte, on fait des choses différentes. Par contre, je trouve que c'est bien qu'il y ait des moments où toute la famille joue le jeu. J'ai entendu la semaine sans écran où les familles jouent le jeu, c'est génial, mais de voir des moments comme ça pendant la journée, par exemple le repas du soir, de se dire si on arrive à être tous autour de la table, on fait tous et toutes l'effort de mettre nos téléphones à distance, d'éteindre la télévision, de ne pas sortir la tablette, etc. Même si le téléphone sonne, même si on a un truc hyper important à regarder sur Internet, on se dit on ira regarder après. Et là, on fait tous et toutes l'effort de passer un moment ensemble, de vivre autre chose. Je rappelle que quand on est adulte, on ne doit pas avoir son téléphone dans la main quand on conduit, par exemple. Donc il y a aussi des moments où nous, en tant qu'adultes, on doit faire l'effort de mettre de côté nos téléphones. Puis le point d'interrogation rouge, c'est parce que d'une famille à l'autre, les choses peuvent changer. Il y a des attentes qui sont différentes, des valeurs qui sont différentes, ok.
Donc plutôt que de réfléchir en termes de nombre de minutes ou d'heures par jour, essayez plutôt de réfléchir, est-ce que votre enfant va bien? C'est-à-dire, indépendamment du nombre d'heures, de minutes par jour, est-ce que vous avez le sentiment que votre enfant va bien? Et la question que vous devez pouvoir vous poser en tant que parent, c'est est-ce que nous pouvons considérer avoir fait du travail suffisamment bon? Est-ce qu'on a répondu suffisamment bien aux besoins des enfants et des ados? Et si c'est le cas, et qu'il reste du temps, et que c'est moins grave. Pour autant que, évidemment, le contenu soit adapté. Mais le temps d'écran en soi ne nous donne que très peu d'informations. Je pense qu'il faut qu'on arrête avec cette idée du temps d'écran parce que ça angoisse tout le monde. Après, on commence à angoisser des écrans qui sont à l'école, des écrans qu'on utilise au boulot, etc. En soi, les écrans eux-mêmes ne sont pas le problème. C'est plutôt, est-ce que je les ai utilisés à un moment donné où je devais faire autre chose? Si la table n'est pas mise, la vaisselle n'est pas rangée dans le lave-vaisselle et que les enfants sont déjà sur le téléphone, il y a un truc qui devait être fait, qui n'a pas été fait. Je trouve quand même important de préciser qu'on parle des ados, des enfants un peu plus grands, des ados, pré-ados et tout ça, parce que chez les tout petits, s'il y a des parents tout petits, il faut beaucoup nuancer ça. Parce que, est-ce que mon enfant va bien? Toi, t'es psy, tu sais répondre. Moi, je suis tous les jours face à des parents qui n'ont aucune idée de comment va leur enfant. Pour eux, il va bien. Pour moi, pas du tout. Donc, moi, il faut nuancer chez les plus petits. Le temps sur les écrans, la quantité de temps sur les écrans peut être extrêmement dangereux parce qu'on ne fait pas autre chose. C'est ça. On ne fait pas. C'est ça. Mais le est-ce que mon enfant va bien, c'est pas forcément facile de répondre selon ce que tu fais dans la vie. Alors c'est clair, mais là je compte sur nous, les professionnels de la santé, pour informer les parents de qu'est-ce qui fait qu'un enfant va bien ou pas. Et effectivement, la remarque est tout à fait pertinente. Chez les tout petits enfants aussi, c'est pas l'exposition aux écrans qui pose problème, c'est s'il n'y a pas de stimulation suffisante autre. Mais c'est une très bonne remarque, effectivement, et c'est très subjectif, et c'est très relatif aussi. Qu'est-ce qui fait définir qu'un enfant va bien ou pas? Mais justement, c'est l'occasion de se poser la question et de s'interroger entre parents d'autres familles, et d'interroger les professionnels de la santé exactement aussi. Peut-être que c'est l'occasion de rappeler aussi que chez les tout petits enfants, justement, le manque de stimulation, justement, c'est ne pas répondre aux besoins développementaux des enfants, peut entraîner des retards de développement, mais ce n'est pas des retards qui sont permanents, heureusement. On peut rattraper ça très rapidement, puisque les enfants sont des machines à apprendre. Par contre, ça nécessite effectivement qu'on enlève les écrans et qu'on libère du temps pour faire les choses qui sont réellement nécessaires aux besoins développementaux. Merci pour la remarque. Oui, voilà. Je vous parlais tout à l'heure des compétences de gestion et de maîtrise. Typiquement, utiliser Instagram, de base, c'est très intuitif. Ou n'importe quel autre réseau, c'est très intuitif. Donc les compétences de maîtrise, on les acquiert très vite. Mais ce que je veux dire, c'est que Instagram n'est pas configuré de base pour aller dans notre sens à nous. Il est toujours configuré pour aller dans le sens des profits de Meta qui est derrière. Par exemple, je ne sais pas si vous savez ça, mais quand vous ouvrez Instagram, systématiquement, Instagram est configuré pour vous montrer les recommandations. Pas les comptes auxquels on est abonné, mais les recommandations, c'est-à-dire l'algorithme qui détecte ce qui va susciter plus d'intérêt chez nous. Et il y a un bouton en haut à gauche sur Instagram qui permet de dire à Instagram « Je veux que tu montres que les comptes auxquels je suis abonné ». C'est les following ou suivis. Mais par défaut, chaque fois qu'on rouvre Instagram, il va repasser en recommandation. Parce que quand on est en compte suivi, le temps qu'on passe sur Instagram est beaucoup plus court. Parce que si on est abonné que aux gens qu'on connaît et à peut-être 2-3 célébrités, les amis qu'on a, on a beau avoir beaucoup d'affection pour eux et pour elles, au bout d'un moment, leur vie elle est peut-être moins passionnante que les grandes stars. Donc, on a assez vite fait le tour. Donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, on arrête et puis on passe à autre chose. Tandis que si c'est l'algorithme qui nous suggère du contenu, justement, ce contenu va revenir capter régulièrement notre attention et va prolonger l'utilisation d'Instagram. Ça ne crée pas d'addiction, mais en réalité, c'est ce qu'on appelle une mécanique de rétention qui fait qu'on passe plus de temps que ce qui était prévu à la base. Donc de comprendre ça, de savoir comment ça fonctionne, ça permet déjà de dire, bon, je reprends un peu le pouvoir sur mon utilisation des réseaux sociaux, mais de savoir ça, ça permet aussi d'expliquer pourquoi c'est difficile pour certains ados, par exemple, d'arrêter de l'utiliser. C'est pas parce qu'ils sont accros, c'est parce que le système est fait en sorte que
l'attention soit constamment recaptée. Donc aujourd'hui, la gestion émotionnelle et la captation de l'attention, c'est vraiment des mécanismes qui sont très impliqués dans les réseaux sociaux et dans les jeux vidéo. Je vais essayer on va essayer de faire un exemple ensemble pour la question des jeux vidéo. Prenons l'exemple de Brawl Stars. Brawl Stars, en soi, c'est pas un mauvais jeu. Il est plutôt sympa. Moi, je le trouve pas incroyable, mais je comprends pourquoi il peut être intéressant. Quand vous recevez votre premier téléphone, imaginez, voilà, vous avez 12 ans, vous recevez votre premier téléphone, tous les copains et les copines sont déjà sur Brawl Stars, on installe Brawl Stars, il y a ça qui arrive. Alors, est-ce qu'on autorise Brawl Stars à vous envoyer des notifications? C'est quoi le réflexe à ce moment-là, en principe? De dire non. Ça, c'est quand on a le temps de réfléchir. Mais de base, si tous les copains sont en train de jouer, puis il faut que tu viennes jouer avec nous, il y a un risque, quelque part, qu'on appuie sur autoriser, parce qu'on est venu pour jouer à Brawl Stars, on n'est pas venu pour lire des messages comme ça. Donc, potentiellement, on appuie sur autoriser. En faisant ça, on va créer une situation qui va demander des compétences de gestion, justement. Parce que ce qui va se passer à partir du moment où on appuie sur autoriser, c'est que Brawl Stars va nous envoyer des notifications pour dire « Viens ouvrir un coffre ». Ouvrir un coffre, c'est obtenir des récompenses. Et ouvrir un coffre, ça prend pas beaucoup de temps. 30 secondes, ça suffit pour ouvrir le coffre. Donc, on reçoit une notification, on arrive dans le menu de Brawl Stars, on arrive ici dans l'ouverture des coffres, ça prend pas beaucoup de temps. Imaginez que vous êtes ado, que vous avez 10 minutes à attendre à la maison avant d'aller prendre un bus. Il faut bien occuper ces 10 minutes. Vous recevez une notification de Brawl Stars. Brawl Stars qui dit « Viens ouvrir un coffre ». Ou ça va, ça prend 30 secondes, j'ai 10 minutes, j'ai le temps. Donc, je vais ouvrir le coffre. Une fois que le coffre est ouvert, ça m'a pris 30 secondes, il me reste 9 minutes 30 avant de prendre mon bus. Maintenant que je suis là et puis que c'est écrit « Jouer » en grand, est-ce que je ne ferai pas une petite partie? Et ce qui va se passer, c'est que la partie de Brawl Stars est très rapide, ça dure 3-4 minutes. Donc ça donne l'impression qu'on peut en faire plusieurs, puis il y en a une deuxième qui va arriver, une troisième, une quatrième, puis finalement les 9 minutes 30 qui restaient, elles vont s'écouler, et paf, on a arrêté le bus. Regardez ce qui se passe au niveau du design de Brawl Stars. Et là encore, ma capture d'écran, elle date un petit peu. Aujourd'hui, le jeu est encore plus rempli d'options à droite à gauche. Dans le menu du jeu, il y a trop d'informations. On est envahi d'informations, on ne comprend rien à quoi ça sert, sauf si on a l'habitude de jouer. Et dans cet écran-là, où rien n'est lisible, la seule chose qu'on arrive à lire distinctement, c'est jouer. Le bouton est jaune sur fond bleu, tout le reste est gris. Le bouton jaune, il est visible. C'est le premier truc qu'on voit en arrivant dans Brawl Stars. Donc on voit qu'au niveau du design du jeu, tout est créé pour qu'on ait envie de jouer, qu'on ait envie d'appuyer sur ce gros bouton jaune. Quand on est adulte, on peut se dire, j'ai 9 minutes, c'est un peu foireux de jouer à Brawl Stars maintenant, je ne le fais pas. Mais quand on est enfant ou ado, c'est compliqué de se dire, non, je ne joue pas, je fais que ouvrir le coffre. Généralement, en plus, les récompenses du coffre, elles ne sont pas hyper intéressantes, sauf si ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu jouer, et alors là, vous allez recevoir un truc incroyable, parce que le jeu est en train de vous féliciter d'être revenu jouer. Donc c'est ce qu'on appelle des mécaniques de rétention, de faire en sorte que l'activité, elle dure plus longtemps que prévu. À la base, Brawl Stars a juste dit « viens ouvrir un coffre » et on se retrouve à jouer. Alors, c'est plus le joueur ou la joueuse qui a décidé de se lancer dans le jeu, c'est Brawl Stars qui a dit « viens jouer avec moi ». C'est pas du tout la même démarche. Et on va essayer de faire une petite expérience ensemble. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui jouent à Fortnite? 1, 2, 3... Ok, très bien, merci. Alors, on va faire une expérience. Je vais vous montrer une séquence de Fortnite. Ça dure 3 minutes. Et je vais vous poser ensuite 2 questions. Je vais poser la question à ceux qui jouent, à ceux qui ne jouent pas. Donc je n'en dis pas plus pour le moment. Je vous montre la vidéo et puis je vous pose mes questions après.
Alors, d'abord, pour ceux et celles qui ne jouent pas à Fortnite, est-ce que vous pouvez me raconter ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce qu'on vient de regarder? Qu'est-ce que vous avez vu? Oui? C'était une personne qui jouait et puis elle allait dans des maisons, il y avait des coffres, Oui. il allait tirer sur des gens et puis après c'est tout. Ok, très juste. Merci beaucoup. Rien entendu. Ah, pardon. Alors, je peux répéter ce que tu as dit? Alors, elle a dit que c'était quelqu'un qui joue à Fortnite, qu'on a vu passer dans des maisons dans lesquelles il y avait des coffres. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, qui s'est fait tirer dessus, et puis qu'elle a perdu. C'est ce que tu as dit? Ouais, voilà. Merci. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez vu dans cette vidéo? Oui? J'ai vu une dame qui cherche quelque chose. Oui. C'est tout. Très bien. Merci. Très juste. Quoi d'autre? Elle n'utilise pas la porte. Elle n'utilise pas la porte. Très juste aussi. Oui? Non? Pardon? Elle est pas mal armée. Et qu'est-ce que ça implique? S'il y a pas mal d'armes, justement. Oui, il y a du danger. Il y a du danger. Quelqu'un a dit mort, je crois. Violence, merci. Ok. Effectivement, on a vu, ce qu'on vient de voir, il y a une forme de violence dedans, visuelle. Exactement. Ce qu'on a vu là, c'est le début d'une partie. Est-ce que... qu'est-ce que ça a généré comme ressenti chez les gens qui jouent pas? Lassitude, merci. C'est pas hyper passionnant, hein. Il se passe pas grand-chose. Ok. Donc, tout ce que vous venez de dire, c'est 100% juste. Il se passe pas grand-chose, on comprend pas forcément ce qu'elle fait, elle cherche des trucs, on sait pas trop pourquoi, il y a des flingues, il y a de la violence, et voilà, c'est pas très intéressant. Ok, donc c'est 100% juste. Maintenant, parmi les gens qui jouent ou qui ont joué à Fortnite, qu'est-ce que on vient de regarder? Qu'est-ce que vous avez vu? Oui? Un gameplay d'un niveau accablant. Merci. Il a dit un gameplay d'un niveau accablant. Ça veut dire quoi? La personne qui a joué comme ça est extrêmement nulle. Elle est extrêmement nulle. Exactement, exactement. C'est quelqu'un qui est drastiquement nul. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Pourquoi cette personne est nulle? Par rapport à la fluidité des mouvements, l'organisation. Ouais. Ah, micro magique. Donc tu disais la fluidité des mouvements Ouais, exactement. et... Et l'organisation de l'inventaire et des passages, c'est pas juste. Ouais. Qu'est-ce qui aurait dû être fait autrement? Pas mal de choses. Ouais. En tant que joueur, ça me stresse. Oui, oui, j'imagine. Parce que tu te dis que c'est pas du tout ça qu'il faudrait faire. Non. Ouais, exactement. Ok, très juste. Est-ce que quelqu'un va ajouter quelque chose parmi les gens qui ont joué ou qui jouent à Fortnite? C'est pas le cas? Ok. Éventuellement, on pourrait dire aussi que cette vidéo, elle date un petit peu parce qu'elle était enregistrée il y a une année à peu près, je crois. En fait, tout ce que tu viens de dire là aussi, c'est 100% juste aussi. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est en fait, si on se donne la peine de réfléchir à l'exercice qu'on vient de faire, à partir d'une seule vidéo, on voit des choses radicalement différentes en fonction de si on est joueur ou joueuse ou pas. S'il y a des gens qui ne jouent pas à Fortnite et qu'on met des images de Fortnite ou d'autres jeux du même style, hein, forcément que, comme Brawl Stars avant, ici il y a trop d'informations. On ne sait pas laquelle de ces informations est utile ou intéressante ou pertinente. Donc évidemment, quel est le premier truc qu'on voit? C'est l'arme, exactement. Notre attention est attirée par le fait qu'il y a des armes et qu'on se tire dessus. Donc oui, dans Fortnite, il y a une forme de violence, tout à fait. Mais je trouve très intéressant de voir que l'expérience n'est pas du tout la même quand on est spectateur ou spectatrice ou quand on est joueur et joueuse. Et en fait, on est en train de parler de deux choses différentes. D'un côté, ceux qui ne jouent pas vont parler de la violence, à juste titre, ou de la lassitude, ou du fait qu'on ne comprend pas grand-chose. Et de l'autre côté, ceux et celles qui jouent vont parler du gameplay, c'est-à-dire la manière dont on interagit. Et là, effectivement, j'ai cherché volontairement la vidéo de quelqu'un qui est assez nul sur Internet.
Ici, la seule information qui est intéressante quand on est parent, c'est pas forcément l'arme. Bien sûr, ça permet de parler de la violence dans le jeu, ok. Mais en réalité, l'information qui est vraiment importante, elle se situe là-haut. Parce qu'ici, vous voyez sur cette image, il y a un petit 6 à côté de la silhouette. Ce 6, ça veut dire qu'il ne reste plus que 6 personnes en jeu. À la base, Fortnite, c'est 100 personnes et il faut qu'il n'en reste plus qu'un à la fin. Donc quand vous arrivez dans la chambre de vos ados et qu'il reste ce petit 6 à côté, c'est surtout pas maintenant qu'il faut passer à table. Surtout pas. Parce que là, on est à la fin de la partie, c'est le moment où la tension est la plus forte. Si vous restez là à côté en disant on passe à table, ben, c'est dans ces moments-là que l'émotion elle va ressortir de manière plus forte. En revanche, s'il reste 6 personnes, vous pouvez vous dire ok, dans 5 minutes, la partie elle est terminée. Parce que ça ne dure que 20 minutes maximum. Au bout d'un moment, la tempête elle ravage l'île, donc il y a plus ça s'arrête au bout de 20 minutes. Donc là, vous pouvez vous dire ok, il reste 6 personnes. Alors soit vous restez à côté et vous encouragez, soit vous dites ok, je laisse 5 minutes et je reviens dans 5 minutes. Mais si vous revenez dans 5 minutes et que ce 6 est passé à 99, là il y a tricherie, là il y a tromperie. Parce que ce n'est pas le deal qui a été posé. Donc à ce moment-là, vous pouvez très bien dire, vous êtes plus légitime pour dire non mais là, c'est pas juste, on arrête, c'est pas ce qu'on avait convenu. Parce qu'au moment où le compteur est à 99, il n'y a aucun enjeu. Là, les enjeux sont très forts. Donc c'est le moment le plus difficile pour arrêter de jouer, tandis qu'à 99, voilà, on peut quitter la partie sans problème. On va continuer cette petite expérience parmi ceux qui jouent à Fortnite ou à d'autres jeux. Il n'y a pas besoin que ce soit Brawl Stars, Rocket League, FIFA, peu importe. Qu'est-ce qui se passe quand on perd au jeu? Comment on se sent? On rage, très juste. Donc c'est pas une émotion agréable. Qu'est-ce que ça donne envie de faire? Oui, de cheater, de tricher. Ah, de quitter. Ah, ben ça c'est bien. Bravo, bien joué. C'est pas la réponse que j'attendais, mais c'est très bien. Qu'est-ce que ça peut donner envie de faire d'autre? Oui. Exactement. Donc effectivement, soit on quitte parce qu'on se dit non, c'est le moment où on s'arrête, ou alors on a envie de relancer une partie parce qu'on veut prendre sa revanche. C'est très bien dit. Parce que là, c'est un état émotionnel qui est désagréable, on est fâché, on est triste, on est déçu, on est fâché contre soi ou contre les autres, mais on a envie de relancer une partie pour reprendre sa revanche. Très bien dit. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand on gagne? Oui. Ah, bien, on est content, et donc du coup, qu'est-ce que ça donne envie de faire? De relancer une partie. Parce que c'est un état émotionnel qui est agréable, qui est plaisant, on a envie de le prolonger, donc on relance une partie. D'ailleurs, on voit que ici, dès qu'on perd, c'est écrit « Return to lobby », donc on peut relancer une partie facilement. À ce moment-là, Fortnite, il dit pas « Est-ce que tu es un peu frustré? Est-ce que ce ne serait pas le moment de faire une pause ?» Non, il dit « On rejoue, on recommence ». Qu'est-ce qui se passe ensuite quand on va dans la boutique de ces jeux, quand on achète des skins, des personnages, etc. Qu'est-ce qui se passe quand on achète des trucs? On est satisfait, très juste, donc on est content. Et qu'est-ce qu'on fait avec les costumes qu'on vient d'acheter? Ouais. Exactement, parce qu'on a envie de montrer les costumes qu'on vient d'acheter, de la même manière que quand on va acheter des nouvelles baskets, on a envie de les mettre pour les montrer à l'école. Ben, quand on achète des costumes, on a envie de relancer parce que c'est le seul moment où on peut montrer les costumes aux autres. Très bonne réponse. Donc vous voyez comment Fortnite en soi, c'est pas un mauvais jeu. Quand on dit qu'il est recommandé à partir de 12 ans, c'est parce qu'on considère que la violence qu'on a pu voir, elle est visible à partir de 12 ans sans problème. Mais on ne parle là que du contenu du jeu. On ne parle pas de la gestion émotionnelle. Imaginez que vous avez 12 ans, que vous vivez votre meilleure vie, vous jouez à Fortnite avec vos potes, vos 3 meilleurs potes, et c'est trop bien. Vous perdez une partie ou vous gagnez, peu importe, imaginons que vous perdez, et qu'il y a un de vos potes qui dit « Bon, allez, viens, on en refait une, on reste pas, on va prendre notre revanche, comme tu disais avant. » Donc imaginez, vous entendez dans votre casque cette voix de votre pote qui vous dit « On refait une partie », et qu'au même moment, dans le lointain, vous entendez une voix qui dit « À table !» Vous faites quoi? Est-ce que vous trahissez vos 3 meilleurs potes en disant « Non, je suis quelqu'un de responsable, mes parents m'attendent, je m'arrête là » et vous les abandonnez parce qu'ils ne vont pas pouvoir continuer à jouer à 4 contre 4 si vous n'êtes pas là? Ou alors, est-ce que vous répondez à vos parents qui sont très loin en disant « Oui, encore 5 minutes et j'arrive »
en sachant pertinemment que ces 5 minutes ne suffiront jamais à finir la partie. Mais c'est 5 minutes de gratter sur le moment où on va devoir gérer la frustration d'abandonner ses potes, gérer la gestion émotionnelle qui va avec. Donc vous voyez, c'est ça qui est extrêmement compliqué dans ces jeux, dans ces applications, c'est qu'on a beau mettre des âges par rapport au contenu, ici la gestion émotionnelle à 12 ans, c'est encore hyper compliqué. C'est très complexe comme choix, c'est un choix cornélien. Donc l'exercice qu'on a fait, merci beaucoup pour vos réponses d'ailleurs, l'exercice qu'on vient de faire maintenant, c'est de voir comment on se rencontre à mi-chemin. Comment on fait l'effort pour les parents ou ceux et celles qui ne jouent pas à Fortnite, de dire bon ok, on a vu que c'était violent, mais on va mettre de côté la violence à un moment, on peut en parler, hein, je pense même qu'il faut en parler, on la met de côté pour pouvoir s'intéresser, dire en fait pourquoi ce jeu est intéressant pour toi. Et de l'autre côté, du côté des enfants, des ados, c'est de faire l'effort d'expliquer pourquoi c'est intéressant. Justement, d'expliquer pourquoi ce qu'on a vu, c'était la vidéo de quelqu'un de nul. De faire l'effort de raconter. Et à mi-chemin, on arrive à se croiser, on arrive à se rencontrer, on arrive à discuter. Et dans ces moments-là, on arrive aussi mieux à se comprendre. Parce qu'on arrive mieux à poser un cadre. Quand on s'intéresse à Fortnite, par exemple, on apprend que le 6 en haut, c'est l'information importante. Donc du coup, on est aussi plus à l'aise pour dire maintenant on s'arrête, on sait à quel moment c'est plus simple de s'arrêter. Et on se sent aussi potentiellement plus légitime en tant que parent de dire maintenant les valeurs de la famille ou les règles de la famille vont primer sur le jeu parce qu'à ce moment-là, c'est important qu'on passe à table, etc. Mais de l'autre côté, c'est aussi pas évident de faire l'effort de raconter. Quand on doit expliquer quelque chose à quelqu'un qui ne reconnaît pas du tout et que nous on a l'impression que c'est hyper intuitif, c'est pas du tout un exercice facile. Et ce phénomène émotionnel, on va le retrouver dans Brawl Stars, pareil, et vous voyez que quand vous terminez une partie dans Brawl Stars, que vous soyez hyper triste ou hyper joyeux, là on a gagné, on est numéro 1, là tout est bleu, le bouton quitter il est en bleu sur bleu, le bouton rejouer il est en jaune sur bleu. Donc évidemment que tout est fait pour qu'on ne voit pas le bouton quitter et effectivement qu'on dise maintenant je rejoue. Sauf si justement on arrive à se dire non mais là c'est pas le bon moment, ou alors je suis trop frustré, etc. Comme tu disais juste avant, non on quitte, on arrête. Donc, en parlant d'arrêter, je vais m'arrêter là, parce que je vois que j'ai un peu dépassé le temps. Ce que j'aimerais juste vous dire encore, c'est que si c'est important de mettre des limites, mon ado ou mon enfant est toujours sur un écran, que faire? Poser des limites, c'est important, c'est même nécessaire. Parce qu'il n'y a aucune raison que vos enfants et vos ados lâchent leur téléphone d'eux-mêmes. Il n'y a aucune raison, il y a toujours un truc cool à faire. N'oubliez pas que, comme dit Guns N' Roses, quand les parents détestent un truc, les enfants l'adorent. Donc c'est normal que vos enfants et que vos ados fassent des trucs un peu idiots, qui regardent des trucs un peu crétins sur TikTok. Ben, c'est normal, parce qu'on a aussi fait, nous, des choses un peu idiotes. On a aussi regardé des trucs un peu crétins à la télé quand on était ado. Donc c'est important de mettre des limites, pas parce que l'écran est mauvais, mais parce que si on ne met pas de limites de l'extérieur, ben, y a des choses qui vont échapper aux enfants, aux ados ou aux petits-enfants, comme ça a été mentionné tout à l'heure. Maintenant, si vous avez l'impression que vous avez tout essayé, que vous avez mis des limites et que ça ne marche pas et que les tensions restent, c'est probablement qu'il y a un mal-être plus profond. Et ça, c'est très important, puisque on sait aujourd'hui qu'en Suisse, on a environ 45% des 11 à 15 ans qui vont souvent sur les réseaux sociaux pour échapper à des sentiments négatifs. Suite à cette étude qui a été menée en Suisse, il y a des décisions, des propositions politiques qui ont été faites pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, aux moins de 15 ans. Selon moi, ce n'est pas la bonne approche, parce qu'en réalité, on ne se pose pas la question de quels sont ces sentiments négatifs que vivent ces ados qui sont suffisamment forts pour que ça les pousse à aller chercher des réponses sur les réseaux sociaux et pas d'aller demander de l'aide à des parents, des adultes, etc. Puis à côté de ça, une autre étude a mis en évidence, quand on a demandé aux élèves de Suisse ce qui les stresse le plus, ce qui ressort en premier, c'est l'école, la pression de la performance et la peur de ne pas avoir assez d'argent. Et les réseaux sociaux, ça arrive qu'en 15e place. Et quand on leur demande ensuite comment ces jeunes utilisent, quelle manière ces jeunes ont de gérer le stress, ben c'est très intéressant de voir que l'utilisation des médias, donc médias, internet et jeux, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, c'est cité dans les 3 premières manières de gérer le stress. Donc aujourd'hui, on a des ados, pas tous, mais une partie de la jeunesse qui se sent très stressée, et les écrans, c'est devenu un moyen de gérer le stress. Et ce que je trouve intéressant, peut-être pour faire un écho avec ce que nous on a vécu quand on était ados, c'est de voir que la musique reste un moyen de gérer le stress. Donc rappelez-vous, quand nous on était ados et puis qu'on écoutait de la musique à fond dans notre chambre parce qu'on était fâchés,
Ben, ça marche toujours, donc c'est toujours un moyen qui est utilisé, que les filles et les garçons ont la stratégie d'utiliser les écrans, mais il y a une stratégie qui est différente chez les filles et chez les garçons. C'est chez les filles, on parle à une amie ou un collègue, et chez les garçons, on reste optimiste. Parce que les garçons, ils n'ont pas d'émotion. Donc c'est intéressant de voir comment on peut aussi amener les garçons à parler aussi plus de leurs problèmes. Il y a une main levée. Il y a quelque chose qui me convient pas trop parce que oui, ça les aide à se déstresser d'aller sur les médias. Oui. Mais en fait, ça génère du stress aussi. Exactement. Ça va, c'est l'histoire du serpent qui se Exactement, c'est ça. Et c'est justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça a été intégré comme moyen de gérer le stress, mais que derrière, il y a aussi la prise de conscience à avoir de ce qui peut amener du stress. Et qu'aujourd'hui, quand on dit on retire les réseaux sociaux ou les téléphones des ados, on voit que ça n'a aucun impact sur l'amélioration de la santé mentale. Parce que les problèmes de santé mentale sont déjà présents avant. Mais on voit aussi comment les réseaux sociaux peuvent tout à fait participer à ce qui crée du stress. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir leur représentation. Et vous avez tout à fait raison dans votre remarque. Et ce que moi j'entends dans les ados avec lesquels je travaille, en gros c'est ça, c'est de dire, quand je suis à l'école, je suis stressé, j'arrive pas à me concentrer parce que je pense à plein de trucs, à ce que je vais faire après, à mes relations amoureuses, au climat, aux conflits familiaux, etc. Donc j'arrive pas à me concentrer sur mon boulot parce que le travail n'est pas suffisamment captivant. Donc pareil, garçons ou filles. Mais par contre, quand je suis derrière un écran, quand je suis en train de jouer, ça crée un contexte qui est hermétique et toutes ces pensées qui font peur ou qui sont des angoisses, elles restent à l'extérieur. Donc aujourd'hui, effectivement, l'écran est devenu un moyen de gérer le stress, mais c'est pas efficace. Parce que ça participe aussi au stress, comme vous l'avez bien dit, mais surtout, on ne prend pas le temps de travailler sur ce qui a causé le stress à la base. Donc il faut aller se donner l'occasion d'aller chercher ce que c'est. Et moi, ce que j'entends dans les consultations aujourd'hui avec des ados, c'est plutôt des ados qui disent quand je vais pas bien, c'est pas parce que je scrolle trop, mais c'est parce que je vais pas bien que je scrolle. Dire que c'est parce que j'ai des problèmes que je me mets à scroller, et puis des fois à des moments qui sont pas du tout adaptés. Pour terminer, je vous donne quelques ressources. Si vous voulez creuser le sujet un peu plus loin, le site de Serge Tisseron 36912 a toujours des recommandations très pertinentes sur comment on accompagne les enfants à différents âges. Ça permet de se rappeler que quel que soit l'âge des enfants, on adapte le cadre. De la même manière qu'on adapte la nourriture qu'on leur donne, l'utilisation du numérique est adaptée aussi. C'est des recommandations, c'est pas un code moral à suivre à la lettre, mais dans ces recommandations, quand il est dit pas d'écran avant 3 ans, ça ne veut pas dire qu'il faut cacher les écrans, ça veut simplement dire que ça n'a aucun intérêt de laisser les enfants tout seuls devant l'écran, et sinon ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, il peut avoir des conséquences plus graves si on se contente de donner des écrans et qu'on ne stimule pas suffisamment les enfants derrière. Plus proche de chez nous, on a l'EUPHASE, qui a un programme qui s'appelle Jeunes et Médias, et sur les 2 sites, en France ou en Suisse, on peut commander des brochures, on peut commander des plaquettes, et elles sont disponibles dans 15 langues différentes. Donc si vous connaissez aussi des parents qui parlent moins bien le français, sachez que ces ressources, elles existent dans plein de langues différentes. La même chose se retrouve aussi sur le site d'Action Innocence, qui ont développé énormément de matériel adapté à différents âges, et là aussi, c'est disponible dans une quinzaine de langues différentes. Donc il y a des ressources qui existent aussi chez nous. Si vous vous posez des questions sur qu'est-ce qui préoccupe les ados aujourd'hui, je vous conseille d'aller faire un saut sur le site ciao.ch. Sur ciao.ch, on peut poser des questions de manière complètement anonyme, et c'est des professionnels de la santé qui répondent. Et là, on a accès à ce que les questions que se posent les ados, ce qui leur fait peur, ce qui les inquiète, etc. Et c'est hyper instructif. Ça nous permet aussi à nous, en tant qu'adultes, des fois de se décentrer de nos propres peurs pour aller répondre à leurs peurs, à eux et à elles. Donc c'est une mine d'informations extrêmement pertinente, et c'est toujours anonyme. Je vous conseille aussi de suivre sur Instagram ICOP François, qui est François Nenchen, qui fait partie de la police cantonale vaudoise, qui a été engagé pour faire de l'information sur les réseaux sociaux. Et il fait des contenus qui sont très drôles. Ça parle autant de trottinettes électriques que de harcèlement, par exemple. Et notamment, il met en évidence toutes les arnaques ou toutes les choses auxquelles il faut faire attention. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait parce que ça permet des fois de se rappeler qu'on peut aussi obéir au code pénal suisse. Notamment, il avait dit quelque chose de très important quand Mark Zuckerberg avait annoncé enlever la modération de ces réseaux sociaux en disant maintenant chez nous vous pouvez dire tout, c'est la liberté d'expression.
François était intervenu sur son compte en disant peut-être qu'aux États-Unis on a le droit de dire ce qu'on veut, mais ici en Suisse on n'a pas le droit. Ici il y a un code pénal qui dit que si vous tenez tel ou tel propos, vous êtes condamné. Et il rappelle souvent qu'à partir de 10 ans, on peut être responsable de ce qu'on poste sur les réseaux sociaux. Donc à partir de 10 ans, on peut passer devant le tribunal des mineurs parce qu'on aurait posté des choses qui ne respectent pas le code pénal. Mais je vous recommande son compte, c'est très instructif. Si vous vous posez des questions sur les jeux auxquels jouent vos enfants, sachez qu'une fois par mois, on anime une émission sur Twitch, je vais vous juste montrer là, à 20h45 sur cette adresse-là. On présente une fois par mois un jeu qu'on recommande pour les enfants ou qu'on déconseille, puis on explique pourquoi, on montre pourquoi, et toutes les questions des parents sont les bienvenues. Donc il suffit de se connecter, vous pouvez balancer toutes vos questions, il n'y a pas de questions bêtes, et si vous avez des questions sur un jeu en particulier, on est volontiers à disposition pour y répondre. Et après, ça se retrouve sur YouTube si vous avez des questions. Je vous ai fait ici une sélection de jeux que moi je recommande pour différents âges. Si vous cherchez des jeux qui sont peut-être un peu moins connus ou peut-être des alternatives aux jeux traditionnels, auxquels on joue beaucoup, quelques recommandations que moi j'apprécie beaucoup. Et notamment ceux tout à gauche sont des jeux auxquels on peut jouer à 4 en famille et que je trouve particulièrement drôles. Yves O, c'est un jeu dans lequel on doit collaborer, se tenir par les mains pour faire des chaînes, pour passer au-dessus du vide. Et puis Pile Up, on joue des morceaux, des boîtes en carton et on doit collaborer aussi pour résoudre des petites énigmes, etc. C'est très rigolo à jouer en famille. Donc si ça vous intéresse, voilà quelques recommandations. En termes de bibliographie, puisqu'on n'est pas que dans le numérique, si les sujets vous intéressent, j'ai ici quelques livres qui sont à disposition pour feuilleter si vous le souhaitez, que je recommande. Donc le jeu vidéo expliqué aux parents et aux éducateurs par Yann Leroux, qui est un psychologue français, Les enfants et les écrans, mythes et réalités par Anne Cordier et Séverine Herel, qui sont des chercheuses françaises qui débunkent énormément de choses qu'on entend sur les écrans qui sont faux. Et donc c'est des données scientifiques qui sont vulgarisées, c'est extrêmement plaisant à lire. Adolescence en quête de sens, c'est écrit par mon collègue John Schmidt, qui résume 12 thérapies qu'il a menées avec des adolescents et adolescentes, notamment dans lesquelles il creuse la question du sens que les ados peuvent chercher aujourd'hui sur le numérique parce qu'ils ont du mal à le trouver dans le monde du quotidien. Il y a notamment une thérapie qu'on a menée ensemble dedans, dans laquelle on avait travaillé avec une famille qui venait parce que leur fille jouait trop à Minecraft. Et dans la thérapie, on a découvert que cette adolescente gagnait 1500 francs par mois grâce à une chaîne Twitch et que tout le monde l'ignorait dans sa famille et que pour elle, quelque part, elle disait j'ai plus besoin de travailler puisque pas besoin de faire des études vu que je gagne déjà ma vie. Et ça, c'est une surprise qu'on a découverte dans la thérapie. Et Les écrans, je gère, qui est un livre que j'ai écrit pour les ados, pour les 11-16 ans, dans lequel je donne plein de conseils et astuces pour gérer les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Mais c'est aussi un livre qui est pensé pour la famille et les parents, puisque l'idée, c'est aussi que les parents puissent le lire, et puis ensuite se servir du livre pour mieux collaborer, mieux se comprendre. Dedans, il y a des challenges, il y a des défis, il y a des témoignages d'autres adolescents avec lesquels j'ai pu travailler ou que j'ai pu rencontrer. Et j'ai quelques exemplaires à vendre si ça vous intéresse. Et enfin, Jocelyn Lachance, dont j'ai parlé tout à l'heure, Grandir inquiet à l'ère des réseaux sociaux, qui est un sociologue qui a interviewé beaucoup de jeunes sur leurs relations aux réseaux sociaux et qui met en évidence que la plupart des ados finalement sont déjà inquiets avant d'aller sur les réseaux sociaux, mais que les réseaux sociaux vont venir renforcer les inquiétudes qui sont déjà présentes. Et le capitalisme paradoxant, qui est intéressant de mettre en évidence comment ce qu'on est en train de vivre maintenant, ça fait longtemps en fait que ça se met en place petit à petit et que chaque fois, depuis les années 70, chaque fois qu'on a une difficulté, le numérique est vu comme étant une solution au problème et on a l'impression qu'on va régler tous les problèmes. Dernier point sous forme de blague. J'ai pas beaucoup parlé d'intelligence artificielle aujourd'hui, mais on entend beaucoup aujourd'hui que l'intelligence artificielle est là pour nous faire gagner du temps. Et de temps en temps, je pense que ça vaut la peine de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt prendre le temps que d'essayer de gagner du temps? Pas forcément dans l'exemple que je vais vous montrer, mais je le montre en accord avec les gens de la conférence de ce soir. Le flyer qui a été fait pour ce soir ressemble à ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît bizarre? C'est pas moi.
Parce que l'image a été retravaillée par une IA et je comprends très bien la volonté derrière qui est de dire on met dans une IA et puis l'IA va générer ensuite une affiche, on gagne du temps, mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai découvert ça après coup, après on a dû s'échanger des mails pour dire mais en fait il y a quelque chose qui joue pas, c'est pas moi sur la photo. Les gens ont très bien réagi, et puis je suis pas du tout vexé, mais je me disais c'est un bon exemple pour se dire des fois on a l'impression que l'IA nous fait gagner du temps, puis en réalité derrière il faut tout rattraper, donc il faut toujours contrôler ce qu'on fait avec l'IA, et là quelque part je sais pas si c'est une photo flatteuse ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve intéressant de voir que l'utilisation de l'IA, c'est pas toujours là pour gagner du temps. Et je remercie la réaction, la réactivité des gens de l'association qui ont très vite corrigé le flyer sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit, sous forme de blague, on peut terminer là-dessus. S'il est nécessaire de poser des limites, c'est pas parce que les écrans seraient dangereux en soi, le contenu peut l'être éventuellement, mais surtout parce que les enfants et les ados ne sont pas encore outillés pour s'autogérer. L'écran n'est jamais un besoin pour qui que ce soit, et si l'utilisation reste préoccupante, c'est que c'est un symptôme de quelque chose d'autre qui dysfonctionne. Donc idéalement, essayons un maximum de faire en sorte que les enfants et les ados se sentent à l'aise pour venir nous parler de leurs pratiques numériques, parce que aujourd'hui, il y a trop de jeunes que je rencontre qui me disent « faut pas que je parle d'écran parce qu'on va me dire que c'est pas bien, que je perds mon temps, que ça rend accro, etc. » Et que le jour où il y a vraiment un problème, ces ados ou ces enfants ne se sentent pas à l'aise pour venir en parler avec les adultes. Mais oui, c'est nécessaire de poser des limites et je vous pose comme ça en résumé les points que j'ai abordés ce soir. Et je vois que j'ai beaucoup dépassé le temps prévu, je suis navré pour ça, mais maintenant je réponds très volontiers à vos questions si vous en avez.